On va attaquer aujourd'hui la fameuse Raspberry. Ah, la Raspberry Pi 3 notamment. Donc, tout d'abord, installation de l'operating system, connexion avec le réseau LAN. Ensuite, on verra l'installation donc du serveur, bien sûr, Apache. Et bien sûr, on mettra en ligne notre site web, soit site musique ou voire jeu Snake. Donc, tout d'abord, dans Google Chrome, j'ai utilisé Google en tant que moteur de recherche. J'ai tapé Raspberry et j'ai ici. Allons-y. Donc là, on est sur le site officiel de Raspberry. Nous allons donc download et nous allons donc récupérer Raspbian. Alors, Raspbian, c'est l'operating system, le système d'exploitation de notre Raspberry. Nous allons utiliser cette distribution. Cliquons sur Download Zip et c'est parti pour 2 Go. Alors tout d'abord, il est important de vérifier l'intégrité des fichiers téléchargés. Donc dès que le fichier est téléchargé, on vérifie. Pour ma part, j'utilise le logiciel gratuit Hashtag. Ce logiciel permet rapidement de vérifier l'intégrité de nos fichiers. Un petit rappel, c'est ce qui avait été utilisé lors du DM sur l'installation d'un jeu Quake, du jeu Quake. Nous vérifions l'intégrité du fichier par le biais de la signature, le SHA-256, copier, je vais sur la fenêtre et je le colle. J'attends que le logiciel identifie donc toutes les clés de chiffrage. Voilà. OK. Donc ça, c'est OK. Donc le fichier qui a été téléchargé est correct. Donc on peut continuer. Donc pour continuer, bouton droit, on le dézippe. Donc le fichier est dézippé. Et nous avons bien l'image. Ok, super. Donc l'image, je vais la remonter. Voilà. Nous allons SD card. Donc pour ma part, j'utilise ce logiciel, SD Memory Card Formatter, ce qui permet de formater la carte rapidement. C'est un des logiciels les plus utilisés à ce jour pour ce type d'opération. Donc vous allez dans Download, vous choisissez votre système d'exploitation, vous installez le dit programme. Nous installons donc la SD card. Ensuite, nous lançons le logiciel donc, pour formater cette fameuse carte. Nous rafraîchissons les unités. Elle est bien identifiée comme unité E. Je dis OK. Je valide. La carte se formate. Parfait. Il ne nous reste plus qu'à installer donc l'OS. Pour installer l'image, j'utilise Win32 Disk Image. Donc à l'aide d'un navigateur, vous pouvez retrouver le logiciel. Je l'ai installé. L'utilitaire Win32 Disk Image est installé. On va le lancer. Cet utilitaire me demande donc l'image que nous avons dézippée. Donc je vais le récupérer. Donc voilà. J'utilise bien l'unité E. Je ne mets pas donc de clé, c'est pas la peine. Et je dis écriture. Et l'image donc s'écrit sur notre carte SD. À présent, nous allons configurer l'operating system, donc le système d'exploitation pour qu'il puisse intégrer dès le lancement le Wi-Fi. Donc, vous allez utiliser Visual Studio Code. Et à l'aide de Code, on va pouvoir donc paramétrer WPA Supply Can. C'est un logiciel libre qui permet donc de gérer tout ce qui est pris en charge du Wi-Fi. Alors pour ce faire, on va créer le fichier qui va bien. Donc pour ça, vous allez faire un nouveau fichier. Ensuite, vous allez créer un fichier qui va s'appeler wpa-supplycan.conf, que vous voyez en dessous. Et dans ce fichier, vous allez donc déposer ces paramètres-là. Mettez sur pause et prenez soin donc de noter correctement votre SID, c'est-à-dire votre nom de réseau Wi-Fi, et ainsi que le PSK qui correspond au mot de passe. Sauvegardez à la racine de votre SD disk. Ensuite, on va créer un fichier qui s'appelle SSH, un fichier vide. Donc même chose, vous allez à la racine de E, vous créez un fichier qui s'appelle SSH, et vous mettez OK. Vous allez tout en bas de la liste, et vous validez, et vous enregistrez. Donc on arrive bientôt à la fin donc, de cette préparation. On vérifie donc que le fichier SSH et le WPA-Supply-Can-Conf est bien dans le SD disk. C'est parfait. On peut à présent retirer la micro SD et l'insérer dans notre Raspberry Pi. La Raspberry est lancée et on voit qu'elle est connectée à notre réseau. Pour pouvoir communiquer de l'ordinateur à la Raspberry Pi, il nous faut donc un telnet, un logiciel telnet. On utilisera PuTTY et en mode SSH, donc connexion sécurisée. Lançons le commande DOS, faisons un ping donc, de la Raspberry Pi, donc c'est le hostname, validons. Nous avons un retour en IP6, donc on va refaire un ping
en IP4, soit ping Raspberry Pi V-4, pardon. Et là, on a l'adresse IP 192.168.1.25. Notre logiciel, on peut l'utiliser. On peut l'utiliser par l'adresse IP ou par le hostname. Donc on va utiliser dans ce cas de figure le hostname Raspberry Pi. Donc vous tapez Raspberry Pi dans cette zone-là, vous mettez le port 22 et type de connexion SSH et vous validez. La connexion est opérationnelle. Pour se connecter, on utilise le user, le login Pi et le mot de passe Raspberry en minuscule. Donc R-A-S-P-B-E-2-R-Y. Et voilà, on est connecté. La première chose à faire, c'est changer le mot de passe. Donc pour ce faire, on utilise la commande passwd, P-A-2-S-W-D. Le current user, le current mot de passe, pardon, c'est Raspberry. Mettons à présent à jour le système d'exploitation. Ok, c'est sudo apt update. Et à présent, allons chercher les mises à jour. Ensuite, on fait un sudo apt upgrade. Et quand l'upgrade est, vous refaites un sudo apt update. À présent, le système est mis à jour. Nous pouvons installer notre serveur web, le serveur Apache. Donc, sudo apt install Apache 2. C'est installé. Vérifions son bon fonctionnement. Donc, pour ça, vous lancez votre navigateur web et vous tapez l'adresse IP, donc 192.168.1.25. Et la page par défaut du serveur Apache 2 apparaît. Tout fonctionne. Ce que je vous propose à présent, c'est donc de pouvoir personnaliser ce serveur web. Et pour pouvoir le faire, la première chose à faire, c'est changer le owner pour qu'on puisse modifier, créer des pages. Donc ça, vous faites sudo change owner, c'est H-O-W-N. En récursif, c'est-à-dire que ça va inclure tous les fichiers inclus dans le répertoire qu'on va mentionner. Pour le user Pi, puisque nous sommes connectés avec le user Pi. Et ma foi, le groupe, on le laisse en www-data. Et le répertoire concernant, c'est-à-dire le répertoire dans lequel nous allons mettre tous les fichiers HTML, toutes les pages web, c'est le var www.html. En termes de droits, c'est-à-dire que maintenant on va donner les droits en écriture, en exécution, en lecture, etc. pour le user, le owner, le groupe, et pour les autres on ne mettra rien. C'est-à-dire pour ça vous faites 770. Donc change mode, -R toujours pour récursif, 770 ça signifie je donne les droits complets au user, owner, au groupe www.data, et je mets rien pour le reste. Tout est bon, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut créer une page web. Donc là, je vais utiliser VI, mais vous pouvez utiliser Nano. Alors VI est le plus vieux des éditeurs sous Linux, sous le monde Unix, qui n'est pas simple à utiliser, mais en tout cas, il est accessible partout. Mais si vous n'y arrivez pas, vous embêtez pas, utilisez Nano. La page web est terminée. Faisons un petit mort pour lire la page HTML. Ok, tout y est. Revenons sur notre navigateur et tapons donc cette page HTML, page.html, et elle apparaît. Donc notre serveur est bien configuré et les pages HTML s'affichent correctement. Nous allons à présent donc déployer notre solution site web qu'on a créée précédemment. Donc pour cela, vous allez utiliser FileZilla, la solution client. Vous n'allez pas sur la page Download Direct, vous allez sur les pages additionnelles. Dans cette page-là, vous avez ce qu'on appelle le checksum, ce qui va permettre de vérifier effectivement l'intégrité de notre fichier. Donc, allons télécharger la version 64 Setup, puisque bon, je fonctionne sous Windows. Donc, je retourne sur ma page précédente, je remonte et je télécharge donc l'exécutable permettant d'installer le client FTP. Le client FTP est téléchargé. Première chose à faire, donc, on vérifie l'intégrité. On va sur le checksum. On identifie le fichier qu'on a téléchargé, on copie la clé, on utilise le logiciel hashtag, donc propriété du fichier, bouton droit propriété,
je colle la clé et tout est bon. Le fichier peut être donc à présent installé. Ce qu'on a téléchargé est correct. Donc allons-y, installons le client. Le client est installé. Donc on va, première chose, nous lançons l'application client FTP. Nous mettons les paramètres pour accéder à la Raspberry Pi, donc l'adresse IP 192.168.1.44, port 21, identifiant Pi, mot de passe, c'est le mot de passe que vous avez mis en début de séance, et vous cliquez sur connexion. Alors que se passe-t-il? Alors tout d'abord, vous avez le firewall de votre ordinateur qui va vous indiquer qu'il y a le client FTP qui souhaite accéder. Vous validez donc, vous autorisez donc l'accès à l'extérieur, notamment sur votre réseau LAN. Et là, que se passe-t-il? Vous avez donc un échec. Impossible d'établir une connexion serveur. Alors, pourquoi? Parce que si vous retournez sur votre Raspberry Pi, en PuTTY, j'y vais, et que je demande donc de visualiser tous les ports d'écoute, donc vous faites un netstat-t-l, vous avez bien sûr le serveur HTTP qu'on a installé et le SSH qu'on a installé lors de la configuration. Et donc il faut installer ce qu'on appelle le serveur FTP. Donc vous faites sudo install prof, pro FTP D pour démon, d'accord? Alors j'oublie bien sûr apt, excusez-moi, sudo apt install professionnel FTP démon. Vous refaites un netstat dès que l'installation est faite. -t, et là vous avez vu le FTP donc est bien à l'écoute. Je fais OK. Et là je peux communiquer entre mon ordinateur et mon Raspberry Pi et donc téléverser, je peux dire, ma solution web. Et ensuite il n'y a plus qu'à aller sur le navigateur web et vérifier que mon serveur est bien installé, que mon application web est bien installée sur mon serveur web.